Chapitre 3. Le drame. C'est Pop qui fut à l'origine du drame, comme on dit dans les journaux. Ou plutôt Pop, mon père, se reprocha longtemps sa responsabilité. Dans ce qui suivit, moi je pense qu'il n'y était pour rien. Et si je devais désigner un responsable, je dirais que c'est l'histoire. Oui, l'histoire avec un grand H, celle que nous enseignent les profs, celle qu'on trouve dans les livres, celle qui se dépose goutte à goutte, et nous fait une mémoire beaucoup plus vieille que nous. L'histoire que nous bâtissons aussi, nous autres, tous les jours, sans en avoir l'air, et qui s'appelle la vie, avant de devenir l'histoire. Nous étions sur le départ, la voiture était chargée, une voiture familiale, avec un coffre qui aurait pu contenir un bœuf. Toutes nos valises et tous nos sacs y tenaient largement. Pourtant, Pop avait vissé une galerie sur le toit. J'ai demandé pourquoi cette galerie, et Pop s'est frappé le front avec l'air de celui qui se souvient tout à coup. « Bon Dieu, c'est vrai, j'avais oublié. » Puis il a crié. « Camo, apporte donc les vélos, s'il te plaît. »« Les vélos ?» a demandé Camo. « Les ?»« Ben oui, le tien et celui de ton copain. » C'est ainsi que Pop donna la bicyclette tchécoslovaque à mon ami Camo. Probablement un vrai sacrifice pour Pop, car c'était la bicyclette de son père, la bécane héroïque, celle qui avait fait la résistance, une relique familiale. Quant à Camo, il ne savait trop comment remercier, mais son regard parlait pour lui. Plus tard, je sus que Moon, ma mère, n'avait pas été d'accord pour rapatrier les vélos à Paris. Trop dangereux, disait-elle, mais Pop l'avait convaincu. Le petit est prudent, et Camo est habile. Ce fut surtout l'argument du plaisir qui fit reculer Moon. Ça leur fera tellement plaisir. Le fait est que rien ne pouvait nous réjouir davantage. Rapporter nos vélos à Paris, c'était prolonger nos vacances. Les éterniser même. On pourra aller au collège avec ? Non, c'est pour tourner en rond dans l'appartement. Le succès de Camo au collège avec sa bécane tchécoslovaque. Même les plus frimeurs qui roulaient sur des petits cubes japonais en bavaient d'envie. Tous ceux qui faisaient dans le tout beau tout neuf, les obsédés du dernier modèle, tournaient autour de leur bécane historique. Autour de la bécane historique. Qu'est-ce que c'est comme marque ? Une Tchèque d'avant-guerre, répondait le grand Lantier, qui en connaissait un rayon côté bécane. Et ce trou-là dans le cadre, c'est quoi ? Les Allemands, une embuscade, lâchait négligemment Camo. Tu crois qu'on trouve encore des pièces détachées ? Essaye un peu de détacher une pièce pour voir. Comme si la bécane n'avait pas été assez lourde. Camo y avait adjoint 2 énormes sacoches de postier, des sacoches de cuir, aussi anciennes qu'elle, et qu'il bourrait de nos affaires de classe. Le matin, quand nous arrivions, chacun de nous prenait sa sacoche qu'il jetait avec désinvolture sur son épaule. Et ça nous donnait vraiment la dégaine du cow-boy qui débarque dans le saloon avec sa selle sur son dos. D'un coup d'épaule, on jetait notre sacoche sur notre table, tout comme la selle sur le comptoir. Et le grand Lantier gueulait. « En double scotch, comme d'habitude !» Et puis il y eut cette séance de cinéma. Minuit, à la cinémathèque du palais de Chaillot. Minuit, c'était tard, même pour un samedi, même pour des parents comme les miens. Pourtant, il n'était pas question qu'on rate ce film-là. Une des toutes premières versions cinématographiques des Audes et Hurlevents. Je ne vous lâcherai pas dans Paris à minuit. Pop paraissait intraitable. Mais les Audes et Hurlevents étaient le roman préféré de Camo. Il l'avait lu dans sa version originale, en anglais, une bonne dizaine de fois. Il en avait même fait une traduction, estimant que toutes celles qui existaient jusqu'à présent ne valaient pas un clou. En fait, il était amoureux de Cathy, l'héroïne. Il se prenait pour Heathcliff, quelque chose comme ça. Amoureux fou, quoi. On s'était farci à peu près tous les films qui avaient tenté de mettre ce chef-d'œuvre à l'écran. Chaque fois Camo sortait du cinéma bouillonnant de rage. « Non mais tu as vu ce navet ? Qu'est-ce qu'il a compris au roman, le gars qui a tourné ça ? Tu veux me le dire ?» À tous les coups, je me faisais engueuler, comme si j'étais le réalisateur du film en question. « Et la fille qui jouait Cathy, tu te rends compte ? Et le type qui faisait Heathcliff ? Un vrai gommeux avec sa brillantine. On n'a pas le droit de traiter des personnages de cette façon-là. Un personnage de roman, c'est comme une personne. Ça se respecte. T'es pas d'accord ? » J'avais intérêt à être d'accord. Donc chaque fois que la cinémathèque ressortait une ancienne version des Audes et Hurlevents, nous nous précipitions. Mais cette fois-ci, Pop, mon père, était comme un roc.
Alors, Camo négocia avec Moon. Il fila à la cuisine, pour lui donner un coup de main comme d'habitude. Et le soir, au dîner, le nez dans mon potage, j'entendis Moon dire, bien distinctement, « Allez, Pop !» Je levai brusquement les yeux sur ma mère. Elle avait le sourire des grandes victoires. Pop n'avait jamais pu résister à cette combinaison très spéciale du regard d'automne et du sourire de printemps. Ce soir-là, il ne résista pas davantage. Il se contenta de dire « Je ne peux même pas les accompagner en voiture, j'ai promis au père Pinard de lui réparer sa télé. » Le père Pinard, comme il l'appelait, était un ancien compagnon de travail de Pop, qui habitait l'autre bout de Paris, et qui ne supportait ni la retraite, ni le Pinard, ni les programmes de la télévision. Malheureusement, il n'avait plus que ça dans la vie. Alors sa retraite le rendait trop triste. Il vidait une bonne bouteille et s'installait devant son poste. Le lendemain, il téléphonait à Pop de venir réparer la télé, qu'il avait réduite en miettes. « Ça ne fait rien, dit Moon. Ils prendront leur vélo, ils seront prudents. » Tu parles. À cette heure-là de la nuit, personne ou presque dans Paris. Pas facile d'être prudent. Nous avions promis, bien sûr, mais dès les premiers coups de pédale, on se serait déjà cru à l'arrivée du Tour de France. Cassé en deux sur mon pur sang, je hurlais à Camo que je l'aurais et que je finirais bien par le rattraper un jour. « Jamais !» gueulait Camo. « Personne ne me rattrapera, jamais. Je vais plus vite que les balles allemandes. » Si un flic s'était trouvé sur notre trajectoire cette nuit-là, il nous aurait à peine vu passer. Et c'est bien dommage, parce que si on nous avait arrêtés à temps, l'accident n'aurait pas eu lieu. Le plus étrange, quand j'y repense aujourd'hui, c'est que le premier souvenir qui m'en reste est celui d'un immense éclat de rire. Mon rire à moi, résonnant dans les rues de Paris. J'avais renoncé à rattraper Camo, victorieux. Il s'était dressé, debout sur le cadre de la bicyclette tchécoslovaque. Il avait ouvert les bras et criait à tue-tête « J'arrive, Cathy, attends-moi, ne meurs pas. C'est moi, Camo, j'arrive. » Et moi qui pédalais derrière en rigolant comme une baleine. « Je vais te sauver, hurlait Camo, confiance. Je vais te sauver une fois pour toutes. » Oui, zigzagant tellement je rigolais. « Je vais pénétrer dans l'écran, criait Camo. Je vais t'arracher à la pellicule, Cathy. Tu ne seras plus jamais obligé de tourner dans ces navets. » La rue descendait à pic. Debout sur sa bicyclette, un pied sur la selle, l'autre sur le guidon. Camo fonçait dans la nuit rousse de la ville, aussi sûrement qu'un champion de surf sur les rouleaux du Pacifique. Je connais une île dans les Caraïbes, je t'y emmène, Cathy. Fini le cinoche, fini les brumes de l'Écosse, vivement les lagons cristallins et les cocotiers aux courbes douces. Parfois, quelqu'un apparaissait à une fenêtre, mais nous étions déjà passés. Camo continuait à hurler. Nous boirons des punchs de coco avec cet abruti qui essaye de me suivre et qui est notre ami. La voiture était noire. Elle roulait tout feu éteint. Elle roulait vite. Elle roulait sur sa gauche. Et Camo ne tenait pas exactement sa droite. « Je t'aime, Cathy. Attends-moi, mon amour. J'arrive. » Il percuta l'auto noire, dans la courbe du virage. Sous le choc, le phare de la bicyclette tchécoslovaque explosa. Camo heurta le toit de la voiture, qui poursuivit sa route, broyant sous elle un vélo dont la ferraille hurlait en lâchant des étincelles. « Camo !» Il avait été projeté dans l'espace, et je l'avais un instant perdu de vue. Puis, il était retombé au milieu de la rue, avait rebondi et roulé sur le trottoir, pour enfoncer la porte d'un immeuble dont toutes les lumières me parurent s'allumer d'un coup. L'autre détail qui me revient se confond avec le gyrophare de l'ambulance et celui de la voiture de police. On chargeait Camo évanoui sur une civière, un fil de sang lui coulant de l'oreille. Personne ne s'occupait de moi, qui criait « La voiture ne s'est pas arrêtée, elle roulait à gauche, et elle ne s'est pas arrêtée. » Je criais cela, oui, et dans le même temps je sentis quelque chose crisser sous mon pied. Je me baissai. C'était la montre de Camo. Elle était cassée. Elle marquait 11 heures.